infrastructures et services en Algérie. La numérisation est, comme vous le savez aujourd'hui, un gros chantier. Des pouvoirs publics et dans quels domaines justement qui connaissent les plus d'accélération. Voici le prochain panel. Veuillez les applaudir s'il vous plaît. Messieurs, je vous en prie. Fethadine Kazim, Abdelwahab Gawa, Mouloud Kodil, Yazid Ben Mohoub et Ali Morsli. Veuillez vous installer, messieurs. Alors, Fethadine Kazim est directeur de l'écosystème appuyé l'économie numérique au ministère de la numérisation et statistique. Abdelwahab Gawa est président du GAN, le groupement algérien des acteurs du numérique. Mouloud Kodil est directeur de l'ESI, l'École nationale supérieure d'informatique. Yazid Ben Mohoub est le directeur général de la Bourse d'Alger. Et Ali Morsli est directeur général d'Icosnet. Messieurs, bonjour, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui à l'occasion de cette première édition du CTO Forum. Alors, nous allons parler de cette digitalisation des structures, des services. Vous allez me dire que c'est un sujet tellement vaste que ça ne va pas être évident de l'aborder en 3 quarts d'heure. Mais si on venait à faire un petit état des lieux, quels sont les secteurs d'activité aujourd'hui qui ont été les bons élèves et plutôt les autres qui peinent à trouver la bonne vitesse de croisière ? Grosso modo, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à toutes celles et ceux qui nous suivent, que ce soit ici en direct ou via streaming? Je rappelle pour les questions, le QR code, vous le rescannez s'il vous plaît pour pouvoir accéder à la plateforme et poser vos questions. Monsieur Kodil, peut-être je commencerai par vous. Pourquoi pas? Parce que vous êtes le plus proche. Oui, je suis le plus proche, mais je suis probablement le moins bien placé pour parler pour répondre à votre question. Parce que là, j'ai un panel de professionnels, eux, qui pourront parler de ces choses-là beaucoup mieux que moi. Les exemples, je vous dis, je suis plus un utilisateur un peu averti, mais pas forcément, je ne connais pas forcément le problème de l'intérieur. Pour trouver des exemples concrets comme ça à citer, j'aurais du mal. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai un peu l'impression, en tant qu'utilisateur averti, qu'il y a effectivement une volonté de digitaliser, de numériser, d'aller vers une utilisation plus rationnelle des données générées, quasiment dans tous les domaines, y compris dans la volonté politique. Bon, alors, certains domaines un peu plus que d'autres, c'est vrai, mais j'ai l'impression, encore une fois, c'est une impression, peut-être que je me trompe et mes collègues vont me corriger, mais j'ai l'impression qu'en back-office, c'est-à-dire à l'intérieur de l'administration, il y a une vraie volonté de moderniser un peu les procédures, les travaux internes, on va dire la gouvernance et autres, mais en tant qu'utilisateur, moi, c'est là où je vois que... Donc, je dirais plus que c'est une avancée par rapport à des couches plutôt qu'à des domaines. On peut voir effectivement des domaines où c'est peut-être un peu moins intéressant d'investir, mais ce que je veux dire, c'est que en tant qu'utilisateur, je vais ressentir un peu moins les effets de cette numérisation pour l'instant. Donc, je le dirais un peu à égalité dans tous les domaines. Quand je suis malade, je prends un sachet dans lequel je vais mettre toutes mes radios, je vais emmener tous mes scans, ainsi de suite. Donc, le service aux citoyens est peut-être celui qui est le moins bien développé. Et dans notre société, j'ai l'impression que les organismes sont plus empressés à numériser leurs procédures, à numériser leur travail, qu'à numériser le service qu'ils peuvent rendre aux citoyens. J'ai l'impression en tout cas que ce n'est pas forcément cette spécialité, cette priorité-là. D'accord. On voit l'université. Je vous ai dit, je n'étais pas le mieux placé pour répondre à la question. C'est un lapsus, vous venez des cours, vous venez du monde de l'université. Peut-être. Messieurs, alors, si je vous demandais à faire un petit... c'est vrai que c'est difficile d'en parler sur ce contexte précisément, mais bon, on a quand même un listing de bons élèves, de moins bons. Ali Morsli, vous rigolez? Oui, parce que moi je peux pas, c'est-à-dire, comme il a dit mon collègue, de parler sur des domaines précis. Parce que je suis un hébergeur aujourd'hui dans Icosnet et je vois aujourd'hui
le type d'entreprise qui essayent aussi d'aller dans la transformation digitale, parce qu'il faut qu'on aille dans la profondeur de la compréhension de cette transformation digitale. On parle d'une transformation, ça veut dire qu'on était dans un paradigme et on est en train de changer vers un autre. Donc la transformation digitale aujourd'hui dans la compréhension par rapport à certaines entreprises qu'on héberge aujourd'hui se limite seulement à créer des plateformes. Par exemple, aujourd'hui, on crée des plateformes, mais ce n'est pas le but de la transformation digitale en elle-même, parce qu'en réalité, ce qu'on est en train de faire, c'est de passer par la première phase de la digitalisation, il y a la phase de dématérialisation. Donc la dématérialisation, ça veut dire qu'on est en train de passer de processus par papier vers le processus digital et aussi de créer des plateformes pour qu'on puisse limiter l'espace et le temps pour que les gens accèdent à distance. En compréhension de la transformation digitale, ce n'est pas seulement ça. Donc, il y a deux autres phases qu'on n'est pas encore franchies. Donc, la phase aussi d'interconnectivité des plateformes et l'automatisation des flux pour créer l'excellence de la gouvernance qu'on cherchait derrière la digitalisation, qui va commencer, bien sûr, par un processus de transparence. Et donc, cette deuxième phase, on n'est pas encore dedans, parce qu'il faut commencer à créer l'interconnectivité des plateformes, et l'interconnectivité des plateformes se base sur l'identité numérique qui est aujourd'hui existante d'une certaine façon en Algérie, mais elle n'est pas encore utilisée. La troisième phase qu'il faut aussi pour qu'on puisse arriver à parler d'une digitalisation globale, c'est ce qu'on appelle la transformation digitalo-analytique. Et ici, on va commencer à parler de certaines choses qui sont importantes, c'est la précision et la prédiction. Donc, dans l'intelligence artificielle, aujourd'hui, le but, c'est de gérer des data, des grandes masses de data, donc on parle de big data, et aussi des algorithmes qui vont gérer ça pour créer des nouveaux modèles de gouvernance et des nouveaux modèles aussi économiques. Parce qu'on commence déjà à parler, par exemple, de l'agriculture de précision, de la médecine de précision, etc. Donc, quand on arrive à faire certaines choses dans ce sens, on pourra dire qu'on est arrivé à faire une transformation digitale. D'accord. Alors, Fathaddine Kazim, vous êtes le représentant du ministère de la numérisation. On a tendance à se dire, vous êtes le premier responsable, parce que vous avez cette appellation numérisation. Enfin, je dirais responsable d'une façon un petit peu quand même au niveau stratégique. Tout à fait. Parce que l'une des missions principales du ministère de la numérisation, c'est d'élaborer la stratégie nationale de la numérisation. Mais comme il a bien dit M. Morsley, c'est tout un concept de transformation numérique. Il y a déjà ce qui a été déjà fait. Si votre question, c'est l'existant. L'existant, il y a par exemple la numérisation de l'état civil, de la justice, la CNAS, par exemple, elle est presque complètement digitalisée par ces process. Il y a aussi l'enseignement supérieur d'un autre côté qui arrive à digitaliser tout le process de l'étudiant. Ça, c'est un fait, c'est déjà un acquis. Mais par contre, ce qui a été fait auparavant, c'est que c'est des numérisations en silo, ça veut dire individuellement. Chacun numérise, bien sûr, c'est ce qu'on appelle un petit peu la numérisation verticale, ça veut dire de son secteur, métier. Mais quand on parle de la transformation, c'est triangulaire, on va dire. C'est la transformation verticale, c'est du secteur métier lui-même. Après, il y a tout ce qui est transformation numérique par rapport au support. C'est le support technique, software, hardware, quels sont les outils et les supports adéquats. On travaille au ministère, on travaille sur les référentiels, sur les normes adéquates pour qu'on puisse aligner cette transversalité intersectorielle. Et puis, il y a les ressources, que ce soit, je ne vais pas parler aujourd'hui des ressources financières, mais par contre des ressources en termes de données. Ça veut dire toute la transformation numérique dont on fait, c'est pour la croissance économique. Et la croissance économique, le levier premier, c'est la data. Aujourd'hui, on n'arrive pas à collecter d'une manière un peu cohérente et fiable et valable des données macroéconomiques. Et c'est un souci statistique. À notre niveau, on y travaille de joindre un petit peu cette
numérisation pour un but de collecte de la donnée comme étant un tableau de bord décisionnel. Ça veut dire que toute la stratégie, elle est un petit peu quand même résumée sur cette approche d'une manière globale. Mais les services publics aujourd'hui, si je peux me permettre de continuer, par rapport à la digitalisation des services publics, on a lancé en décembre 2022, un portail qui recense quand même un peu plus de 330 services publics qui ont accès directement aux citoyens, parce que tout tourne autour aussi des citoyens, aux citoyens dans son service public individuel et en tant qu'opérateur économique. Par exemple, si je vais vers la facilitation des procédures, par exemple, que ce soit l'individu en tant que personne ou un opérateur économique, ça mène toujours à cette croissance et développement économique. Parfait. Yazid Ben Mohoub. Oui, enfin, ce que viennent de dire ces messieurs est tout à fait vrai, mais il faut dire que si on regarde un peu l'historique en Algérie, on souffrait en fait d'une certaine, notamment pour les opérateurs économiques et même pour le citoyen, d'une bureaucratie. Donc aujourd'hui, la digitalisation, c'est d'essayer de réduire cette, pour ne pas dire l'anéantir carrément, toute cette bureaucratie. Il faut dire que, par exemple, les grands facturiers, on le sait maintenant, tout est digitalisé, donc on peut payer ses factures en ligne et on peut les utiliser donc, de manière assez rapide. Donc le citoyen, sur ce plan-là, connaît un nouveau mode en fait, de fonctionnement. Il s'approprie les nouveaux outils, mais il est vrai que ce vient de dire notre ami en termes de développement par secteur, c'est vrai que ça se fait, on a l'impression que ça se fait effectivement par silo. Il n'y a pas encore les interconnexions nécessaires, mais je pense que les instances travaillent sur ces aspects-là. Et puis, il faut dire aussi que, même si on dit que l'argent c'est le nerf de la guerre, il faut dire que le secteur financier aussi doit être en fait au diapason de tout ce qui se fait. Donc aujourd'hui, si le citoyen n'a pas accès à des services financiers en ligne, ne peut pas utiliser encore de manière très large les outils de paiement, de transfert, de virement, etc., il reste une certaine frustration. Nous-mêmes, en tant qu'utilisateurs, on a souvent on a envie d'utiliser des moyens comme sont utilisés dans les autres pays. On voit que certains sont à un niveau, d'autres à un autre niveau, donc ils ne sont pas tous développés de la même manière. Mais je considère que les pouvoirs publics, en voyant par exemple ce que fait le ministère des startups, le ministère de la numérisation également, donc il y a un travail de fond qui est en train de se faire. C'est en fait d'essayer de faire travailler tout le monde dans le même sens pour avancer, avancer ensemble. Parce que ces écarts, lorsque vous avez un secteur qui avance trop par rapport à d'autres, eh ben, il va apparaître comme étant, enfin, il sera pénalisé parce que si la donnée n'est pas encore disponible, il ne peut pas utiliser les moyens de paiement des meilleurs moyens, de la meilleure façon. Je parle ici, par exemple, du secteur des impôts, des douanes, etc., qui sont des pourvoyeurs du budget de l'État. Là aussi, ce sont des éléments sur lesquels les pouvoirs publics axent véritablement la transformation digitale pour pouvoir en fait payer, pour garantir une ressource stable pour les besoins donc, du fonctionnement de l'État. Très bien. Abdelhab Gawa, en tant que GAN, vous fédérez justement tous ces acteurs autour du numérique et c'est un sujet de prédilection, vous allez me dire. Il n'y en a pas une rencontre sans aborder toutes ces problématiques, tous ces secteurs qui peinent à trouver la bonne vitesse de croisière et à regagner le peloton. Justement, pour rebondir sur ce qu'a dit Monsieur Kezim, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de chaque ministère ou organisme, il y a un développement qui se fait de façon verticale. Il n'y a pas d'organisation ou une vision globale sur la digitalisation des services qui existent en Algérie, ou du moins, elle n'est pas publique. Nous, en tant que GAN, on ne la voit pas. Il est important, comme a dit M. Belmouhoub, s'il y a des actions qui se font au niveau des startups, et on voit le travail que fait le ministère des startups, il faut savoir que dans les entreprises du numérique, nous avons plusieurs types.
Donc on a déjà les ESN, donc les entreprises de services numériques. Nous avons les éditeurs de logiciels et nous avons également les plateformes. Donc je recense principalement ces trois types d'acteurs. S'il y a des actions qui sont en train de se faire au niveau des startups, au niveau des ESN ou des éditeurs, nous, de notre côté, on voit qu'il y a un écart entre le discours politique et le terrain. Au niveau du discours politique, il y a une réelle volonté de numériser et de digitaliser, mais nous, sur le terrain, on n'arrive pas à ressentir réellement cela. Comment ? Lorsque vous allez, pour le développement de toute économie, on a besoin d'avoir un tissu économique muni d'entreprises, de PME, qui elles-mêmes vont hisser cette économie. Donc on a les acteurs privés. Ensuite, au niveau de la commande publique, donc tout ce qui est transformation au niveau des institutions publiques, au niveau du marché, on ne ressent pas cette volonté de digitalisation. En termes de cahiers des charges qui sont émis, ça reste assez timide par rapport au discours politique. Et même à ce niveau-là, d'ailleurs, nous avons eu l'occasion de discuter par rapport à ce sujet-là, il est important d'aujourd'hui de créer des champions dans la digitalisation, donc des opérateurs locaux. Aujourd'hui, si je reviens 20 ans ou plus, jusqu'à, on va dire, plus de 20 ans en arrière, beaucoup d'appels d'offres ont été des appels d'offres internationaux. Il y a eu beaucoup de programmes d'institutions de type Union européenne. Et ensuite, derrière, qu'est-ce qu'on a gagné ? Est-ce qu'on a créé réellement des champions locaux ? Parce qu'aujourd'hui, lorsque le discours politique dit qu'on doit digitaliser, la digitalisation va se faire par on va dire, ou en interne, donc par une institution, ou par des acteurs, donc des opérateurs, qui peuvent être privés ou publics. Et aujourd'hui, pour répondre à cette demande-là, on a besoin d'avoir des champions locaux. Je vais vous donner un exemple. Vous le savez peut-être, c'est qu'aujourd'hui, la plus grande entreprise en Algérie et également en Afrique, pour son ERP, l'ERP a été donné à une entreprise étrangère. Est-ce que derrière, nous allons gagner quelque chose ? Je veux dire, est-ce que l'opérateur local va pouvoir se développer? Parce que nous, acteurs du numérique au niveau du terrain, nous voyons que ces entreprises, ces multinationales qui gagnent ces marchés, ces appels d'offres internationaux, viennent puiser sur la ressource locale. Donc, effectivement, elles peuvent ramener des compétences étrangères, mais nous, ce qu'on prêche, on prêche que les appels d'offres puissent être des appels d'offres, on va dire, des appels d'offres nationaux, et c'est ensuite les opérateurs locaux qui puissent éventuellement, s'ils ont besoin d'avoir d'autres ressources, qu'ils puissent ramener des ressources de l'étranger. Ça, c'est un point important par rapport à la volonté politique. Parce que je ne voudrais pas qu'on retombe sur une caricature qu'il y avait eu pendant ces 10 dernières années. Je vais juste terminer sur cette idée-là, ces 10 dernières années, et de dire qu'en local, on n'a pas d'opérateur qui puisse répondre, donc on doit aller à l'international. Or, on a besoin de créer des champions locaux. D'accord. Mouloud Koudil, en tant que directeur de l'ESI, vous formez annuellement des ingénieurs. Est-ce que les profils que vous avez au sein de l'université s'intéressent à des projets de recherche avec cet objectif justement d'améliorer les services grâce au numérique? Est-ce que vous sentez qu'il y a cette envie de développer des choses en la matière ou pas aujourd'hui? Alors,
votre question, il y a plusieurs dimensions dans votre question. Je ne sais pas si vous l'avez fait exprès, mais en tout cas, c'est Parce très que je m'adresse intéressant. à vous. C'est très intéressant parce que vous avez abordé, vous avez cité le mot recherche, vous avez aussi cité le mot numérisation. En fait, la numérisation, enfin, mes collègues sont là pour le confirmer, ne nécessite pas de recherche. Ce sont des processus qui sont bien cernés, bien maîtrisés. Et effectivement, on a besoin d'un tissu économique stable, performant, qui prenne en charge cela. Alors, lorsque les projets sont bien définis, bien sûr, ça intéresse les jeunes. Ça intéresse les jeunes de participer à l'essor du pays, ça les rend fiers, ça les intéresse d'apprendre au contact de professionnels du métier, donc ils sont attirés. Alors, je vais rester sur cette dimension-là pour conforter un petit peu ce qu'ont dit mes collègues du tissu économique. Je parlerai après de l'aspect recherche que je juge aussi important. Donc, cette dimension-là, effectivement, il y a un certain nombre de réflexes, alors je ne vais pas redire ce qui a été dit, mais un certain nombre de réflexes dans certains organismes et dans la tête de certaines personnes qui consistent à dire, par exemple, dans une administration, je dois être totalement autonome, je dois avoir ma souveraineté sur les traitements, les données, je vais recruter beaucoup d'ingénieurs. Je ne sais pas trop ce que je vais leur donner à faire, mais j'aurai de mes ingénieurs. Après, je n'ai pas trop de travail à leur donner, je ne sais pas quoi faire. Ces gens-là, je n'ai pas un vrai projet à leur donner, je n'ai pas la latitude de les payer correctement, ils s'en vont. J'ai besoin d'ingénieurs pour faire la numérisation, mais je ne fais pas de numérisation parce que je ne sais pas la faire seul, parce que je ne paye pas assez bien, parce que je n'ai pas d'assez bons ingénieurs pour le faire. Bon. Alors que, effectivement, la création peut être faire confiance à des organismes. Alors, je vous dis un exemple, une aberration. On est deux voisins, on fait exactement la même chose, chacun va développer exactement les mêmes choses de manière un peu maison, alors que ce serait beaucoup plus intéressant d'externaliser ou de faire confiance à des opérateurs qui seraient encouragés à l'accès au marché public ou au marché privé aussi, et qui pourraient concentrer de vrais talents parce qu'ils auraient l'expérience de travailler sur beaucoup plus de projets que s'ils étaient des ingénieurs maison à qui on confie un CD pour aller installer des fois des applications. Donc, il y a cette contradiction quelque part d'aller chercher ailleurs parce qu'on juge que nos ingénieurs ne sont pas capables de le faire, alors qu'on pourrait faire confiance à des entreprises qui, elles, même jeunes, pourraient vraiment déployer cette expérience-là, devenir des champions locaux, régionaux, internationaux. Donc voilà, je pense qu'il y a un état d'esprit qui devrait changer et qui nous aiderait à mieux former pour développer ce numérique. Après, l'aspect recherche, donc je dirais que ce tissu-là, ce sont les PME, PMI. L'autre tissu, c'est la recherche, c'est l'innovation, parce que forcément, il y a certains domaines dans lesquels on a besoin d'innover, d'être à la pointe, parce qu'on est confronté à des problèmes nouveaux. Entre autres, vous voyez tout ce qui est prédiction, tout ce qui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, c'est justement pour être capable de profiter du passé pour prédire l'avenir. Et là, l'aspect recherche est important. Et là aussi, les jeunes, pour répondre à votre question, sont très intéressés par ce type de projet-là. Et c'est ce qui donne ensuite le tissu de start-up. Donc, là, on voit un effort extraordinaire fait par différents secteurs, tous les secteurs en tout cas, qui sont intéressés par le numérique, que ce soit le ministère de la numérisation, le ministère des startups, mais aussi dans la formation, l'enseignement supérieur, bien sûr le ministère des Postes, enfin ex-TIC. Mais là encore aussi, il y a des efforts à faire dans la synergie qu'il peut y avoir entre les organismes publics, privés, et cette volonté d'aller de l'avant, d'être innovant et de ne pas aller chercher ailleurs. Il y a cette possibilité-là, et au lieu de dire à l'université, venez, faites-moi de la numérisation avec vos étudiants de master de 5e année, faisons confiance aux entreprises, par contre faisons confiance aux universités pour tout ce qui est expertise, pour tout ce qui est nouveau, innovation, ce qui va donner des start-up, et la start-up est complémentaire avec la PME dans le numérique, si on parle du numérique. Elle devrait être complémentaire. Donc voilà, oui, la réponse est oui, les gens sont intéressés par les deux, mais il y a un mindset à changer, à mon avis. Yazid Ben Mouhoub, avec toutes les expériences que vous avez, depuis que vous êtes d'ailleurs à la tête de la bourse d'Alger, toutes les entreprises que vous rencontrez, il y a de différentes tailles, il y a du public, il y a du privé, il y a des petites, des moyennes, des grandes. Si je venais à vous poser la question sur déjà cette inclusion financière grâce à la bourse, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Le processus de digitalisation, en fait, déjà par rapport à la bourse elle-même, serait un facteur on va dire, qui va lui permettre en fait d'évoluer beaucoup plus rapidement. Déjà, parce qu'il s'agit aujourd'hui
On parle de trading en ligne, etc., comme ça se fait un peu partout dans le monde. Et je pense qu'on gagnerait aussi à donner plus de sécurité aux entreprises qui souhaiteraient venir ce côté en bourse. Nous sommes ici au CTO, j'ai vu il y a énormément beaucoup d'entreprises qui sont dans le digital. J'en ai rencontré tout à l'heure très rapidement certaines aussi qui, dès le départ, émettent en fait le vœu peut-être de vouloir lever des fonds pour développer des projets qui soient de grande taille, hein, comme les projets que mènent les grandes entreprises internationales, comme on vient de le dire. Mais il est clair qu'en termes de process, on voit que certaines émettent le souhait en fait, de digitaliser leur processus, mais ne le font pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette histoire, il ne faut pas l'oublier aussi. Nous sommes dans un environnement où nous avons un marché informel qui est quand même assez pesant. Si on parle de digitaliser, il s'agit donc de transférer, d'utiliser des données véritables qui puissent à la fin permettre à différents services notamment de faire des lectures et de faire des analyses assez pointues. Donc aujourd'hui, disons le digital versus transparence pose un certain problème pour certaines entreprises, pas toutes. Les grandes entités, notamment le public, le problème ne se pose pas. Mais dans le secteur privé, on voit qu'il y a, parfois ils font un pas en avant, deux pas en arrière, parce qu'ils se rendent compte que finalement, s'ils vont vers des processus totalement digitalisés, ils seront dans l'obligation de communiquer des informations véritables. Or qu'aujourd'hui, on sait que le fonctionnement de l'économie n'est pas totalement il ne répond pas aux standards tels que ça existe dans le monde. Donc il y a des à côté qui ne peuvent pas pour le moment être divulgués par certaines entreprises. Donc ça va freiner probablement ce processus, notamment dans ce secteur privé. Mais il est clair que la transformation digitale va amener un changement de mentalité assez rapide, parce que ceux qui ne voudront pas en fait, entreprendre cette démarche, ils seront en retard. Et ils vont mettre un peu plus de temps, ils vont mettre aussi après beaucoup plus de sous parce que ça va devenir un peu plus cher. Mais sinon, il est clair qu'aujourd'hui, la tendance, puisque les pouvoirs publics vont vers cette volonté d'instaurer de la transparence dans les différents secteurs et aussi améliorer la gouvernance, parce qu'aussi il s'agit de cela aussi, améliorer la gouvernance des entreprises, que ce soit dans le public ici ou dans le privé. Mais il est vrai que l'environnement, on va dire, s'y prête. Après, il s'agit ça diffère d'une entreprise à une autre, d'un manager à un autre, pour enclencher de manière, on va dire, totale le processus, ou bien de choisir de digitaliser certains services par rapport à d'autres, en attendant de voir ce que les autres font. Voilà. Très bien. Ali Morsi, cette digitalisation s'inscrit dans un processus logique d'évolution humaine, bien sûr. Il y a bien sûr la gestion de l'information et de la connaissance qui va avec. Quels sont les impacts qu'on pourrait décrire, les impacts justement sur les modèles économiques, aussi bien dans le monde qu'en Algérie, à travers cette transformation ? C'est-à-dire, si on veut revenir un peu dans l'histoire, cette révolution aujourd'hui, qu'on voit la révolution digitale, c'est une évolution de l'espèce humaine en réalité. Il y avait deux autres révolutions qui étaient avant, donc il y a la révolution du langage. Donc quand on a créé le langage en lui-même, c'est une révolution. Et ça a créé une intelligence collective qui s'appelait à l'époque, donc c'est une intelligence collective originale, limitée par rapport, parce qu'elle utilise la parole et la distance, elle était limitée par rapport à la parole, donc on gérait des individus à un certain nombre très limité. Après, la deuxième révolution, c'est-à-dire, elle vient par la complexité de l'information, la complexité le volume de l'information et la complexité de communication. Donc on a créé une nouvelle intelligence collective qui s'appelle l'intelligence collective pyramidale, qui a duré jusqu'à ce jour. Ça fait 5000 ans qu'elle existe. Donc, et c'est pour ça qu'aujourd'hui,
avec l'avenue de l'Internet et toutes je dirais, les modèles, que ce soit de gouvernance et les modèles économiques aussi qu'on est passé. Donc le modèle de gouvernance aujourd'hui, il a évolué de façon qu'il est resté aussi pyramidal. Donc on a une hiérarchie jusqu'à ce jour. Donc avec ces lots d'avantages et ces lots d'inconvénients, donc aujourd'hui on est au virage de la nouvelle révolution. C'est que on parle de la transformation, ça veut dire qu'on est en train de créer un nouveau paradigme, une nouvelle intelligence collective qu'on peut appeler une intelligence collective holomidale qui est basée sur la transparence et sur aussi la décentralisation, donc dans la décision et dans la gouvernance. Donc, c'est ça en quelque sorte. Donc, l'impact par rapport, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on comprenne d'abord le fond de cette transformation numérique et après, on pourra appliquer cette transformation par rapport à nos activités, que ce soit, quelle que soit une entreprise ou là, une institution publique. D'accord. Vous voulez compléter un point qui vous tient à cœur éventuellement, Fathaddine Kazim? Dans la même optique, c'est que quand on parle de la transformation, ce n'est pas seulement le mental, mais il y a aussi les modèles organisationnels qui devraient changer. Et on parle aujourd'hui de l'agilité. Ça veut dire dans des projets, les modèles managériaux devront changer par rapport à l'avènement de la numérisation de l'IT d'une manière générale. Aujourd'hui, dans des pays occidentaux, on parle des cahiers de charges agiles. Ça veut dire même en termes de management de projet, on ne peut pas aller vers un seul projet, par exemple, en termes de 2 ans, par exemple, sur la même approche. Ça veut dire dans des intervalles de temps, on recense des indices de changement et on réoriente notre target, notre objectif. Ça veut dire qu'on ne reste pas sur un couloir, on démarre le projet jusqu'à la fin avec de la même manière. Dans les statistiques, d'ailleurs, il y a une phrase mythique, on dit quand il y a des changements de variables, changement de décision. Ça veut dire qu'on doit prendre au cours du projet ces changements de variables pour qu'on puisse. C'est carrément le concept de l'agilité, en fait. Voilà. D'accord. Alors, on a justement une question pour Abdelwahab Kawa pour le GAN. Est-ce qu'on est obligé d'être à fond dans l'IT pour adhérer au GAN déjà? Voilà, je ne comprends pas cette question d'une personne présente dans la salle. C'est-à-dire une entreprise qui n'est pas vraiment... c'est pas un peu son dada, est-ce qu'elle peut adhérer au GAN? Bien sûr, le GAN est ouvert à toutes les personnes, que ce soit de façon individuelle ou à titre au nom de l'entreprise. Ça permet aux différents membres de tisser justement un réseau. Donc déjà de rejoindre un club dans le domaine du numérique et justement de pouvoir échanger sur les différentes thématiques, car aujourd'hui le numérique touche tous les secteurs, donc que ce soit l'agriculture, l'industrie, tout type de secteur, nous avons le numérique. Donc marhaba à toute personne. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire aux entreprises qui sont toujours récalcitrantes, qui ne veulent toujours pas changer malgré toutes les preuves qui sont données aujourd'hui? Je voudrais, par rapport à ce sujet-là, il faut comprendre qu'il y a eu un grand changement depuis la crise déjà sanitaire de 2014 et Covid également. Et un grand nombre de chefs d'entreprise aujourd'hui se soucient de l'optimisation on va dire de l'optimisation et du fonctionnement de leur entreprise. Et ils savent très bien qu'aujourd'hui, les solutions numériques sont pour eux un accélérateur pour leur développement. Je voudrais également attirer l'attention sur un grand nombre d'acteurs locaux, donc des éditeurs de logiciels locaux, qui justement offrent aux entreprises des solutions de gestion, des solutions pour gérer la comptabilité, etc. Et c'est des opérateurs locaux.
Ces opérateurs locaux sont déjà des acteurs qui permettent d'accélérer la digitalisation de l'entreprise. Et également, ça nous permet d'économiser l'importation de licences ou de logiciels de l'étranger. C'est pour ça, promouvoir ces éditeurs est très important. Et nous avons de l'autre côté également les ESN, donc tous les acteurs dans le service du numérique, les intégrateurs, qui également, grâce à la compétence locale, peuvent implémenter des solutions étrangères. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ces dernières années, il y a réellement une volonté de changement côté privé, parce que le privé chauffe rouge, sarf, il va voir qu'est-ce qu'il gagne en retour. Du côté public, donc là, on cherche plus un service lié aux citoyens et on va dire une facilitation. Monsieur Kizim, tout à l'heure, avait parlé des plus de 350 services dans le domaine de la digitalisation. C'est important. Nous avons également, il y a un point important sur lequel il faudrait discuter, c'est l'utilisation de ces services. Par exemple, nous, comme opérateurs économiques, si on va utiliser par exemple le service des impôts, nous avons des difficultés au niveau de l'expérience utilisateur. Il y a un travail important à faire au niveau de l'ensemble de ces plateformes-là sur la partie expérience des utilisateurs. Voilà. Très bien. Un dernier témoignage sur ce point, sur la... Moi, je voudrais ajouter une chose par Allez, rapport c'est-à-dire à la digitalisation aujourd'hui. Autant qu'acteur aujourd'hui qui travaille dans le cloud computing avec tout ce qu'on peut servir certains startups et certaines entreprises qui sont en pleine digitalisation. Donc aujourd'hui, il y a certaines contraintes sur le terrain par rapport à l'environnement. Donc la compétitivité aujourd'hui par rapport à l'hébergement en Algérie et en ce qui concerne aussi les acteurs qui veulent se lancer dans ce domaine, beaucoup de contraintes qu'on trouve aujourd'hui dans la régulation, par exemple, de secteurs par rapport à notre régime d'autorisation qui est de plus en plus fragile par rapport au gain de la confiance aussi de nos clients et surtout des institutions publiques par rapport à la régulation. Aujourd'hui, on a quelques problèmes par rapport à notre régime d'autorisation à chaque fois qu'on se retrouve par rapport à certaines décisions des institutions publiques par rapport à certains services qu'on est en train d'offrir. Donc on aimerait bien, c'est-à-dire que ça s'améliore un peu plus l'environnement de notre activité. Très bien, oui. Je voudrais intervenir justement sur ce sujet-là. Justement, tout à l'heure, j'ai parlé des marchés. Aujourd'hui, M. Morsli parle également du cadre réglementaire. Il est très important d'avoir un cadre réglementaire et juridique stable. L'opérateur économique ne peut pas évoluer s'il n'est pas dans un environnement juridique et réglementaire stable. Alors, il ne peut pas investir pendant plusieurs années, au bout de, on va dire, la troisième année, se retrouver avec une nouvelle loi qui va venir directement arrêter son activité. Ça, c'est un point important, justement, pour pouvoir avoir aujourd'hui l'émergence de champions. Je voudrais rebondir également sur ce qu'avait dit tout à l'heure M. Goudil concernant la formation. Aujourd'hui, les étudiants qui sortent de l'université, il faudrait qu'on puisse leur vendre un rêve. Aujourd'hui, Houa qui sort de l'université, c'est quoi son modèle? Quel est son modèle? Je voudrais juste que vous vous mettiez l'image que les États-Unis nous vendent lorsqu'on nous montre, par exemple, le garage de Microsoft ou de Apple. Et on se dit, dans un garage, et aujourd'hui, c'est une multinationale avec un siège extraordinaire, etc. Aujourd'hui, les jeunes, lorsqu'ils sortent de l'université, c'est qui leur modèle? Quelle entreprise algérienne nous le garage
Et aujourd'hui, هاوليك le siège تاعها. هاوليك aujourd'hui, le chef d'entreprise, il roule en Mercedes ou en Lamborghini ou là, je ne sais pas quoi. Financièrement, راهو ناجح et son entreprise, elle est à l'international. C'est pour ça que je reviens sur le point il est nécessaire de créer des champions, qu'on ait des modèles. On va prendre plusieurs pays aujourd'hui. Si vous prenez les États-Unis, on met les modèles. Lorsque vous prenez, je ne sais pas, par exemple, la Corée du Sud, même par exemple dans l'industrie ou là dans l'automobile, qui y a Hyundai, LG, Samsung, etc. Donc le jeune il doit pouvoir se projeter dans son pays. Parce qu'aujourd'hui, on est face à une hémorragie. Le jeune de l'université, où est-ce qu'il se projette? Aujourd'hui, nos jeunes ils sont en train de se projeter à l'étranger. Donc c'est pour ça que je reviens sur le point où on a besoin de créer des champions locaux, de donner l'opportunité à ces jeunes-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Algérie est un pays qui est riche, mais aujourd'hui, toute cette richesse-là, est-ce que c'est dans le domaine du numérique? Est-ce que c'est les acteurs du numérique qui captent cette richesse-là pour justement créer ces belles entreprises qui feront rêver nos jeunes et qui les feront rester ici dans notre pays? Voilà. Parfait. Alors, deux petites questions. Une qui est dirigée pour le directeur général de la Bourse d'Alger, M. Ben Mouhoub. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui la Bourse d'Alger actuellement d'aller vers 100% digitalisation? Est-ce que vous avez la réponse en 30 secondes? Ça m'étonne fort. Nous sommes dans un processus de digitalisation. Vous allumez le micro? Peut-être qu'il est éteint. Sinon, vous prenez l'autre. Donc, je disais, nous sommes dans un processus de digitalisation très avancé, puisqu'on est dans des étapes d'acquisition d'un nouveau système d'information, de trading en ligne, qui va permettre en fait de digitaliser tout le processus, donc qui va permettre aux utilisateurs, aux investisseurs, de pouvoir acheter et de vendre directement les actions, les obligations directement en ligne, en utilisant leur compte bancaire, leur carte CIB, etc. Donc le projet a très bien avancé, nous sommes pratiquement en phase. Il y a eu des retards, comme ça peut arriver, parfois, comme on dit, qui sont indépendants de notre volonté, mais le projet a repris, donc normalement, il est en très bonne voie d'achèvement. Voilà. D'accord. Et une question pour notre ami Codil. Quelle est la place de la formation digitale, notamment dans le nouvel écosystème? La place de la formation digitale, notamment dans le nouvel écosystème. Écoutez, j'ai l'impression que le numérique maintenant étant partout, on a tous compris que justement l'ingénieur numérique devait être au service de tous les métiers. Vous allez le retrouver dans l'agriculture, dans la médecine, et il doit justement s'adapter, il doit être capable d'offrir des solutions qui ne bousculent pas les habitudes de ce professionnel-là. Et donc, que vous alliez de l'enseignement à l'agriculture, comme je le disais, à la mécanique, tous les domaines auxquels vous pouvez penser ont recours au numérique aujourd'hui. En fait, on a maintenant, chaque jour, on touche pas loin d'une centaine, parfois plus, de dispositifs qui ont du numérique. C'est-à-dire que notre vie est envahie par le numérique. Donc la place de la formation, c'est de former des gens qui soient capables d'offrir des solutions efficaces pour tous les problèmes rencontrés dans la vie courante actuellement. Mais également essayer d'optimiser les processus. Alors lorsqu'on est un industriel, on a une méthode de travail, et vous venez, vous, en tant que numéricien, vous devez convaincre ce professionnel que vous pouvez améliorer sa méthode de travail, alors que lui n'a pas trop envie de changer d'habitude, mais vous lui démontrez qu'en utilisant le numérique, il va probablement améliorer son rendement, réduire les coûts, être plus compétitif, et ainsi de suite. Donc, en gros, voilà, c'est l'aspect technique, mais aussi l'aspect psychologique qui doit être dans la formation. D'accord. Et puis une dernière question qui vient de tomber, elle est pour Ali Morsli. Souveraineté numérique, dites-vous, pas très clair concernant l'utilisation du cloud en Algérie. Pourtant, c'est ce qui est utilisé dans les messageries. Bon, par rapport à notre expérience dans le cloud computing, donc aujourd'hui, Ecosnet a 2 data centers, un à Alger, un à Oran.
Donc on essaye d'être à la hauteur pour offrir certains services à nos clients et aussi à toute entreprise qui est en train d'adopter la transformation numérique. Et nous, dans notre cloud computing aujourd'hui, on se limite à certains niveaux de services. Donc on est dans l'IaaS et dans le PaaS et on essaye de plus en plus d'offrir certains services à des entreprises qui sont en train de travailler sur des plateformes, de leur aider à mettre en place certaines interfaces pour leur faciliter aussi et l'intégration de leur plateforme et se focaliser sur la partie SaaS généralement. C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Mais la problématique aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il est très difficile aujourd'hui de faire la compétition, par exemple, à Amazon ou à Google. Aujourd'hui, c'est très compliqué pour nous, pour qu'une entreprise adopte nos solutions, que d'aller vers l'international. Si on fait certaines statistiques aujourd'hui, je pense qu'en Algérie, il y a à peu près, en termes de sites web, qu'on suit selon, qu'on a fait dans notre quelques associations qu'on a travaillé. Donc il y a à peu près dans les 90 000, 100 000 sites. Dans les 100 000 sites, 90 000, je dirais en Algérie, il n'y a que 15 000 qui sont ici en Algérie. Donc on essaye d'attirer, mais c'est très difficile. La problématique aujourd'hui par rapport à la stabilité, comme il a dit tout à l'heure, c'est Abdelouhab. Donc la stabilité aujourd'hui de la réglementation, de la régulation, ça pose un grand problème de confiance. Les gens ne font pas beaucoup de confiance aux acteurs locaux. Très bien. Merci beaucoup. Applaudissements, s'il vous plaît, pour ce second panel. Veuillez disposer, messieurs. Merci beaucoup.